de l'information. Bonsoir madame, bonsoir monsieur, c'est la veille de Noël. Le couvre-feu ce soir commence à 23 h. Voici le journal et d'abord ces titres. C'est Noël, sortez apprécier les illuminations en ville. Et si vous n'avez pas encore installé votre sapin, une idée pour vous. Un sapin local et écolo, vous verrez en fin de journal et vous apprécierez à coup sûr. Le ministre en charge des pistes rurales est déçu de l'exécution des travaux d'aménagement et de la piste Adjengré-Sotoubois. Le chantier est ouvert depuis quelques mois déjà et l'opportune visite du ministre va permettre de remettre les choses en bon ordre. Et le Togo se dote d'un plan actualisé de communication des urgences et risques sanitaires. Il se chiffre à 1,8 milliard de francs CFA et devra assurer notamment de faire passer plus efficacement conseils et directives à la population en période de pandémie, d'épidémie. Et c'est jeudi, Jean Ededi sera au rendez-vous en fin de journal pour la page des sports. Il reviendra notamment sur la dernière élection au Comité national olympique. Merci d'être au rendez-vous donc de ce journal que nous ouvrons avec ce communiqué du gouvernement. Le mercredi 23 décembre 2020, une pirogue de pêche ayant embarqué des individus revenant d'un marché a chaviré à la tombée de la nuit au cours de la traversée du lac Nambeto, entraînant la mort de 6 personnes. En effet, cette pirogue a transporté 9 personnes, dont un mineur, revenant du marché d'Akbaré et se rendant dans le village de Lenté, dans la préfecture de Logou. 3 passagers ont pu être sauvés par le piroguier et ils sont sains et saufs. Les 6 autres occupants de la pirogue sont morts noyés à la suite de cet accident. Il s'agit de 3 femmes, d'un enfant de sexe masculin et de 2 hommes. Les corps des 6 noyés ont été retrouvés et confiés à leurs familles respectives pour inhumation sur instruction de monsieur le procureur de la République près le tribunal d'Atakpamé après les constats d'usage faits par l'assistant médical du centre médico-social d'Akbaré. Le gouvernement présente ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées. Il en appelle à la prudence et à la vigilance des populations riveraines des cours et étangs d'eau pendant la traversée de ces derniers. Toutefois, la brigade fluviale d'Akbaré a ouvert une enquête pour faire la lumière sur les circonstances de ce naufrage. Le communiqué est fait à Lomé ce 24 décembre 2020, signé par le gouvernement. Cap sur la préfecture de Sotoubois, je vous le disais en titre, le ministre Kanfitine Tchédé Issa, en charge du désenclavement et des pistes rurales, a visité le chantier de la piste à Djengré, Titigbe, Derebois, Sotoubois. Chantier ouvert depuis quelques temps déjà et le constat est plutôt décevant. Voyons cela avec Désiré à l'œil. Nous sommes au PK0 à Adjengré, vers Titigbe, Derebois, Sotoubois, soit 30 km 500. Une piste rurale, un tronçon à réhabiliter. Travaux d'entretien avec élimination de points critiques au bénéfice des populations. Le ministre Kanfitine Tchédé Issa, en charge de désenclavement et des pistes rurales, fait une sortie de terrain. Nous avons constaté que les travaux ne sont pas réalisés suivant les règles de l'art. Et nous avons été très déçus parce que le reprofilage a été réalisé sans le matériel nécessaire. Les fossés latéraux et divergents n'ont pas été réalisés conformément aux spécifications techniques. Au niveau d'Adjengré, nous avons constaté une partie du rechargement qui a été réalisée sans compactage. Nous sommes maintenant convaincus qu'il faut associer intimement les représentants des collectivités territoriales au suivi de l'exécution des travaux. Vous voyez, c'est un dallo que
l'entreprise vient de réaliser des tas de latérites bénés, soi-disant qu'ils veulent commencer le remblai d'accès. Ce n'est pas comme ça qu'on fait du remblai d'accès. Le remblai d'accès ne consiste pas à venir bénir les matériaux et prendre à la pelle ou à la main, étaler et dire qu'on a fait des remblais d'accès. Non, c'est très grave. Quand les remblais d'accès se coupent, c'est fini. L'ouvrage est inutile. Et ce qui doit se faire normalement, c'est par couches successives de 15 cm. Vous voyez, jusqu'à ce que le niveau normal ne soit atteint. Et en ce moment, nous sommes sûrs que, quelles que soient les contraintes, le remblai d'accès ne sera pas emporté dessus. Les bénéficiaires sont aussi appelés à être vigilants. Selon les déclarations du ministre, nous devons aider dans le suivi des travaux afin que les promesses du chef de l'État de réhabiliter les pistes rurales soient concrétisées, que ce soit un bon travail. Le ministre a fait des remarques très pertinentes et nous allons tenir compte pour remplir notre cahier de charges. Les clauses sont claires, que chaque acteur joue parfaitement son rôle, sa part de responsabilité, afin que ce programme ambitieux du chef de l'État au bénéfice des populations réussisse. Le ministre Issa a terminé sa tournée dans la région centrale par Tchébébé. Et l'on va s'intéresser justement à la gestion communautaire des projets. L'Agence nationale d'appui au développement à la base forme les communautés à gérer elles-mêmes des ouvrages identifiés, de leur réalisation à leur fonctionnement. Écoles, centres de santé, forages, bien d'ouvrages publics sont ainsi gérés et ça marche plutôt bien. Mais comment cela se passe-t-il concrètement sur le terrain? La question a intéressé Sylvain Raboudou. Voici son reportage. Ce micro-projet d'infrastructure a été un besoin prioritaire identifié par la communauté elle-même qui aujourd'hui a conduit à son implantation. C'est l'une des particularités du projet Filets sociaux et services de base piloté par l'ANADEB, Agence nationale d'appui au développement à la base. Ce projet donne l'opportunité aux communautés d'identifier leurs besoins, conduit l'activité sur le terrain jusqu'à la réalisation de l'ouvrage. Tout le processus a été conduit de bout en bout par ces communautés. Vous pouvez quand même le voir auprès de ces présidents CVD ou de ces membres de CVD qui sont arrivés quand même à dérouler de bout en bout le processus de passation de marché, de suivre les ouvrages, la gestion financière. Vous allez comprendre que nous avons signé une convention avec les CVD, nous avons viré l'argent sur leur compte. C'est eux qui ont suivi ou qui ont passé les marchés, qui ont conclu le contrat avec l'entreprise et ont suivi la réalisation des ouvrages. Aujourd'hui, nous sommes contents de voir ces ouvrages réalisés selon les prescriptions techniques édictées. Et pour une bonne conduite des travaux, les communautés sont formées à la base en vue d'une meilleure gestion des ouvrages et ceci à travers des modules développés par l'ANADEB. Nous avons un manuel d'exécution du projet et structuré autour de 9 modules. Et c'est ces modules-là qui sont administrés aux communautés et qui leur permettent d'avoir la capacité et de les responsabiliser maintenant à gérer le micro-projet. C'est le cas par exemple ici à Djidjandoumou dans le Moyen-Mono. L'infrastructure choisie, c'est le centre communautaire, un besoin prioritaire identifié de commun accord avec l'ensemble de la communauté. La population même a dit qu'ils ont besoin les centres communautaires. Donc, parce que chaque temps là, il fait les réunions. Ailleurs, tout comme ici à Atigozo, dans l'Amour, c'est un bâtiment scolaire qui a fait objet d'infrastructures dans le milieu. Grâce aux formations que nous avons suivies, c'est nous-mêmes, la communauté, qui avons identifié que c'est le bâtiment qui est notre besoin prioritaire. Et c'est grâce à ça que vous voyez ce bâtiment aujourd'hui. 41 villages des plateaux bénéficient donc de ces micro-projets d'infrastructures socio-économiques de base dans le contexte du projet FSB. La formation des communautés sur la gestion à la base consiste donc à les responsabiliser en vue de conduire elles-mêmes leur développement, suivre de bout en bout l'ouvrage pour sa réalisation concrète. On dénombre à travers ce projet 20 bâtiments scolaires construits, 10 forages photovoltaïques, 3 réhabilitations d'USP, 5 pistes et ouvrages de franchissement et 3 centres communautaires réalisés pour le compte de la région des Plateaux.
Et on va se rendre à Kara, la fédération togolaise des associations de personnes handicapées mobilisent ses troupes pour le prochain recensement général de la population de l'habitat au Togo. Le 5e recensement s'annonce pour novembre 2021. La FETAF veut rendre disponibles et actuelles les données relatives aux personnes handicapées. Une formation de ces organisations membres a lieu à Kara. Nestor Mozo nous en parle. Le dernier recensement de la population et de l'habitat au Togo a été réalisé en 2010. Il indique 6 191 155 habitants, sur lesquels les personnes handicapées représentent 1,6%. Pour le 5e recensement que le Togo s'apprête à organiser, la Fédération togolaise des associations des personnes handicapées souhaite qu'il ne laisse personne de côté, surtout pas à cause du handicap. La Fédération a élaboré un projet à cet effet, projet qui fait l'objet de cette formation à Kara, des organisations membres et partenaires issus des régions Savane et Kara, sur l'importance de leur implication dans la mobilisation des personnes handicapées et leurs familles. Le Togo a eu à organiser par le passé 4 recensements généraux. Mais les 4 recensements généraux n'ont pas suffisamment pris en compte la personne handicapée. Raison pour laquelle nous, acteurs de promotion des droits des personnes handicapées, nous sommes dit qu'il était important de travailler aux côtés de la structure qui s'occupe des données statistiques au Togo pour faciliter la collecte de ces données. À cet atelier, nous aurons à aborder l'importance du recensement, pourquoi il faut compter la personne handicapée, les questions relatives au suivi des différentes phases du recensement. Le recensement permet de connaître les caractéristiques de la population suivant le sexe, l'âge, la profession, les conditions de logement, le lieu d'habitation et de travail ou d'études, le niveau de vie et les couches sociales. Chaque opération effectuée a pour but de conduire à des résultats qui répondent aux besoins des utilisateurs, notamment des statistiques fiables devant orienter les actions à l'endroit des habitants. Et le Togo dispose désormais d'un nouveau plan national de communication sur les risques de santé publique en situation d'urgence 2020-2022. Le document de 42 pages permettra donc dans tous les secteurs de la santé d'amener non seulement les populations à adopter des comportements favorables à la santé avant, pendant et après les situations de crise sanitaire, mais également de renforcer les capacités nationales en la matière. On voit cela avec Abidé Nyassimbe. Le Togo actualise son plan national de communication sur les risques de santé publique en situation d'urgence. Comme temps pour l'année 2020-2022, il permettra au pays de gérer les aspects communicationnels de toutes les urgences de santé publique. Estimé à plus d'1 milliard de francs CFA, le nouveau document constitue un levier non seulement pour une action synergique et efficiente des acteurs, mais aussi pour une pleine adhésion des populations affectées par une situation d'urgence sanitaire. Pour répondre à une épidémie, on doit se préparer. Dans cette préparation, le pilier communication est essentiel pour apporter les vraies informations aux populations, pour agir aussi sur les fausses rumeurs qui peuvent nuire à la lutte contre la maladie. C'est par exemple ce que nous sommes en train de faire depuis la survenue de la pandémie à coronavirus. Et toutes les actions qui se mènent sur les radios entrent dans le cadre de la communication des risques. Le Togo, à l'instar des autres pays de la sous-région, est confronté chaque année à de nombreux cas de décès dus à des épidémies. Pour répondre à ces cas d'urgence de santé publique, il a été jugé nécessaire de renforcer et de mieux coordonner les actions de communication en matière de santé, d'où ce plan d'urgence 2020-2022. Parlant toujours santé, dans le contexte de la lutte contre la cécité, une caravane optique est passée par Agné au profit des élèves précisément. La mauvaise vue dont les victimes sont le plus souvent inconscientes influe généralement sur leurs résultats scolaires. Ce programme du gouvernement pour accompagner les enfants et jeunes a donc diagnostiqué et corrigé les vices de réfraction pour les bénéficiaires. Regardons avec Sylvain Aboudou. La lettre E renversée dans différentes directions, un dispositif qui sert d'exercice pour tester l'acuité visuelle de ceux qui souffrent de la cécité. Plusieurs élèves ici au CEGEVille 1 d'Agné ont été soumis à cet exercice pour vérifier l'état et le fonctionnement de leurs yeux.
Comment ça se passe concrètement? Les élèves font le test de l'acuité visuelle qui consiste à déchiffrer ou bien à lire des lettres à une distance donnée, notamment à 5 mètres. Donc les élèves qui ne réussissent pas le test passent par un autre processus que nous appelons analyse réfractive. Ça veut dire que c'est un appareil qui essaie de détecter le défaut qu'ils ont et passe aussi par le test de fond d'œil pour voir s'ils n'ont pas de maladie ou une anomalie au niveau des yeux. Et une fois le défaut visuel détecté, des lunettes leur sont prescrites et produites sur place dans cet atelier mobile équipé de matériel adéquat. On leur prescrit les verres et les verres sont fabriqués sur place. C'est totalement gratuit. Nous rappelons que le processus est totalement gratuit pour les élèves. Cette campagne dénommée Caravane Optique a permis de dépister plus de 8500 élèves avec plus de 240 lunettes produites dans les préfectures sillonnées, notamment Lac, Sotobois, Wawa, Akebou et Ani. Un engagement du gouvernement avec l'appui financier de l'ONG Planète Suisse. Ceci pour offrir une meilleure santé aux élèves. Les yeux sont très importants pour étudier et pour que l'élève progresse correctement, il faut qu'il ait toutes les aptitudes nécessaires, surtout au niveau de l'organe visuel. C'est dans le but d'améliorer la santé des élèves, d'améliorer la santé de la jeunesse, car nous savons que la jeunesse est l'avenir de demain. La caravane optique est donc une initiative qui permet de détecter les défauts visuels chez les élèves et de les corriger. Elle s'inscrit dans le contexte du programme national de lutte contre la cécité, un programme initié par le gouvernement pour mieux accompagner les élèves dans ce processus. Et nous poursuivons avec ce communiqué de la HAC. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication porte à la connaissance des promoteurs ou directeurs des web radios et web télévisions qui ont obtenu leur autorisation d'installation et d'exploitation que les conventions les liant à l'institution de régulation des médias sont prêtes. Ils peuvent passer les retirer au secrétariat particulier du président à partir du lundi 28 décembre 2020 de 8h à 12h le matin et de 14h à 16h l'après-midi. Par ailleurs, il rappelle que conformément à l'article 44 de la loi organique relative à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, l'exploitation en République togolaise d'une web radio et d'une web télévision est soumise à une autorisation préalable de la HAC. Le communiqué fait à Lomé ce 24 décembre 2020. Il est signé du président de la HAC, Pitalunani Telou. Les lauréats du concours 2020 du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes PEPEJ ont reçu leur chèque récompense pour booster leur activité. Ils sont 15 jeunes dans divers secteurs d'activité. La remise des prix s'est déroulée mercredi au siège du Fayège à Lomé. Le riche Améga, Sonia Amenipo. À tour de rôle, ils reçoivent des chèques qui leur permettront de réaliser leurs rêves à travers la création de leurs entreprises. Ces jeunes lauréats, 15 au total, issus du concours 2020 du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, ont proposé des projets jugés pertinents et réalisables. J'ai reçu 1 575 000 francs CFA. Je compte l'investir dans le domaine du nettoyage et le lavage à sec. Nous avons pris l'engagement de prendre la totalité de ce chèque et faire booster notre entreprise. J'ai reçu un chèque à hauteur de 1 520 000 francs pour l'ouverture d'une agence événementielle. Je compte vraiment en faire bon usage, évoluer vraiment dans le domaine avec l'ouverture de l'agence déjà. Alors nous ne pouvons que les remercier pour le travail abattu et parce que déjà nous avons été choisis dans leur base de données puisqu'ils nous aident aussi en général les jeunes. Et nous ne pouvons que leur dire merci. C'est une initiative annuelle de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie. Elle se veut promotrice de richesse et créatrice d'emplois avec possible la jeunesse de toutes les classes sociales, ce qui cadre parfaitement avec la politique gouvernementale. Le gouvernement togolais a fait de l'insertion socio-professionnelle des jeunes une priorité. Cela se traduit bien par des actions à travers la mise en place des mécanismes de promotion de l'entrepreneuriat qui accompagnent les jeunes togolais sur le chemin de l'auto-emploi.
Le dynamisme de la jeunesse togolaise n'est plus à démontrer. Les actions concrètes qu'elle mène sont autant de preuves que les jeunes Togolais sont résolus à œuvrer pleinement pour leur épanouissement, pour peu qu'ils bénéficient d'un petit coup de pouce. Ces résultats, fruits d'un engagement constant, nous incitent à faire plus et à faire mieux, toujours pour garantir à la jeunesse togolaise la place qui lui revient dans l'édification d'une nation forte et résiliente, comme nous y invite le plan national de développement 2018-2022 et la déclaration de politique générale du Premier ministre. C'est donc le lieu ici d'adresser mes vives félicitations à la coordination nationale du PPEJ au Togo, à la direction de la jeunesse et au FAYEJ pour avoir porté les aspirations du chef de l'État, son Excellence M. Faure et Sozimna Nyasimbe, dans les faits, à travers la mobilisation de la jeunesse, son encadrement et son suivi qui permettent au Togo non seulement de participer annuellement à la dite compétition, mais surtout d'en sortir toujours parmi les meilleurs. Mis en place depuis 1994, le programme de promotion de l'entrepreneuriat de la jeunesse a financé à ce jour plus de 250 jeunes Togolais pour un montant total de plus de 500 millions de francs CFA. À la primature, Victoire Tomégadogbe a échangé cette matinée avec une délégation de la Chambre régionale des métiers de Lomé. La délégation est allée exprimer son soutien à la politique du gouvernement et soumis aussi des doléances au chef du gouvernement, Yasmine Kodia. La redynamisation du secteur de l'artisanat en vue d'arrimer ses actions aux priorités de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. C'est l'objectif de la Chambre régionale des métiers de Lomé reçue en audience à la primature. Occasion pour la Chambre régionale des métiers de Lomé d'exprimer son soutien à l'action gouvernementale. Nous, les chambres de métiers, nous sommes venus apporter notre soutien au gouvernement à travers son nouveau programme. Et nous savons que dans ce programme, il est prévu la mise en place de 4200 entreprises artisanales que nous sommes venus voir son Excellence pour qu'il puisse plaider la mise en œuvre de tous ces projets. Nous avons profité de remercier pour le fait d'avoir nommé au ministère en charge de l'artisanat et de l'enseignement technique un ancien président. Nous avons eu à travailler sur plusieurs dossiers concernant l'artisanat. Nous sommes venus aussi de rappeler certains dossiers en suspens pour qu'elle puisse donner des instructions et elle nous a promis de tout faire pour que nos doléances puissent aboutir. Les membres de la Chambre régionale des métiers de Lomé ont souhaité plein succès à Madame le Premier ministre dans sa mission et ont par ailleurs sollicité l'appui du gouvernement à leur corporation. On va faire le point journalier de la situation de la maladie à coronavirus au Togo. À ce jour du jeudi 24 décembre 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 3520. 26 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 3186. 55 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs à ce jour au Togo est de 266. Le nombre de décès est porté à 68. C'est fait à Lomé ce 24 décembre. Ce point donc est signé du professeur Moustapha Mijiawa, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins. Les mesures barrières sont-elles donc vraiment respectées à la quinzaine commerciale de Lomé, telles qu'imposées par le gouvernement pendant cette période de couvre-feu? La question a intéressé l'une de nos équipes qui est allée faire le constat sur le site même de la foire. Vous savez, cette foire, seul événement autorisé à se tenir en ce moment. Élément de réponse donc avec Chris Agbedinou et Sonia Amenipo. Un passage obligé pour tout visiteur à la quinzaine commerciale. Le lavage des mains, la prise de température par des agents de sécurité qui vérifient aussi le port des bavettes dans les règles de l'art avant l'accès au site. Conscients du danger que représente le coronavirus, les visiteurs se plient visiblement à la règle sans contrainte.
Vu l'ampleur et surtout la seconde vague qui est en train de sévir aujourd'hui de par le monde, je pense que c'est nécessaire, non seulement nécessaire mais utile aussi pour chacun d'entre nous, surtout pour un espace comme ça où il y aura beaucoup de fréquentation et où on va rencontrer beaucoup de monde. Et c'est rassurant. C'est une bonne chose, c'est pour notre bien. La santé n'a pas de prix. Donc nous sommes très contents de nous prendre la température et suivre les règlements que l'État a donnés. Le port des masques et le lavage de la main, c'est pour notre propre sécurité par rapport à cette pandémie Covid-19. En tant que citoyen, je vois que c'est une obligation pour moi de porter les masques et de laver les mains. Sur le site, les allées sont espacées pour une circulation sans encombrement afin d'éviter au maximum le contact humain. Les exposants des 64 stands, dont 4 pour la restauration, sont aussi mis à contribution pour rappeler de temps en temps les mesures barrières à leurs clients. Quand les gens descendent leur masque, on leur dit de bien placer le masque. Et chez nous, après tout achat, nous les offrons un cache-nez et un désinfectant. Nous faisons bien la sensibilisation. Après une semaine d'activité à la quinzaine commerciale, seul événement du genre autorisé par le gouvernement pendant le couvre-feu décrété, les organisateurs se disent satisfaits à mi-parcours de l'événement. Au niveau de l'ensemble du dispositif, la Chambre de commerce a pris une équipe en permanence qui fait la ronde, qui rappelle aux visiteurs l'ensemble des mesures barrières, surtout le port du cache-nez qui est très très important, et accompagné aussi d'une équipe que le ministère du Commerce a mise en place. La force Covid est là pour nous accompagner. Nous pourrons dire que les mesures sont respectées et nous sommes satisfaits. La population du Grand Lomé est invitée au non-relâchement dans l'observance des mesures barrières, que ce soit sur le site de la quinzaine ou partout ailleurs, afin de rompre la chaîne de contamination au virus. Portez vos masques et protégez-vous du virus. Lavez-vous les mains avec du gel hydroalcoolique. Les rideaux de cette foire tomberont le 31 décembre prochain. Et Lomé qui dort à 22h depuis dimanche dernier, exception faite des veilles et jours de fête comme aujourd'hui et demain, qui gagnent 1 heure de plus. Bars, restaurants, plages et autres lieux de distraction sont sous restrictions particulières. Les activités religieuses sont également fortement perturbées. C'est pour maîtriser la propagation du coronavirus. Quelle est l'appréciation des Togolais face à cette situation? Alors que le chef de l'État en appelle à l'engagement de tous, Augustin Kossi a fait le tour. Réponse. Par rapport aux dernières mesures prises par le gouvernement en ce qui concerne la pandémie, je trouve que c'est une bonne chose. Nous avons l'habitude, en tant que citoyens togolais, en tant que chrétiens, d'aller au menu chrétien. Il ne faut pas oublier la maladie et puis se faire contaminer. Il ne sert à rien de fêter Noël et de fêter une bonne année et après se retrouver à l'hôpital ou bien à la morgue. Donc je pense que le gouvernement a bien pris les mesures. Lomé contrainte donc de vivre les fêtes de fin d'année, pas comme les autres. Depuis le 20 décembre dernier, la ville dort à 22h et se réveille à 5h. Et ce, jusqu'au 3 janvier 2021. Covid-19 oblige. Rassemblement de plus de 15 personnes interdit, célébration de mariage ou de baptême non autorisé. De nouvelles mesures restrictives imposées par le gouvernement pour limiter la propagation du virus en ces périodes de fêtes. Mesures diversement appréciées. Pendant toute cette année que nous avons traversée, nous avons besoin à cette fin d'année de célébrer, de nous réjouir entre amis. L'essentiel, c'est quand même que Dieu nous protège. Et c'est très bien d'entendre aujourd'hui si le gouvernement essaie quand même de se soucier de nous en essayant de trouver des mesures pour pouvoir nous protéger de cette maladie-là qui détruit beaucoup de gens. Je prévoyais passer vraiment ce temps de fin d'année, surtout pour les dernières minutes de l'année 2020, un temps vraiment d'action de grâce pour rendre grâce à Dieu. Ce n'était pas vraiment facile à digérer. Il y a toujours les chiffres, le nombre de cas contacts, le nombre de malades et de décès qui sont toujours en croissance. Alors, bon, j'apprécie beaucoup les efforts fournis. Difficile à digérer, mais la santé n'a pas de prix. Le virus circule toujours et les chiffres de contamination grimpent ces derniers temps.
Au niveau de la Fédération des évangéliques du Togo, aucun sacrifice n'est trop grand lorsqu'il s'agit de la santé. A priori, ce communiqué a choqué. Pourquoi? Parce que ça vient bouleverser les traditions de fin d'année. Mais quand on fait une bonne analyse, je crois que c'est bien, c'est venu à point nommé. Parce que si nous écoutons les informations, la manière dont ce virus refait surface, et avec cette nouvelle forme, je crois que le gouvernement se soucie du bien-être de sa population. Nous avons l'habitude de passer le Saint-Sylvestre, c'est-à-dire la nuit du 31, dans la prière jusqu'au 1er de janvier. On ne le fera plus, mais je crois qu'on peut le faire dans nos maisons. On peut le faire en famille. Même si c'est difficile, c'est pour notre bien. Respectons les mesures restrictives. Le respect de toutes ces mesures est à l'avantage de tous. Le nouveau coronavirus se propage et on parle de nouvelles souches extrêmement contagieuses que la première. En attendant le jour nouveau avec les vaccins, l'on devra encore traverser les jours sombres dans l'observation des directives indiquées. 252 500 ménages ciblés par le programme alimentaire mondial vont justement bénéficier de vivres pour réduire le choc économique et alimentaire occasionné par la crise sanitaire due au Covid-19. C'est le projet d'urgence dit Limited Emergency Operation qui s'intéresse ainsi aux couches affectées par le Covid-19 dans les 5 régions du Togo. Gapé Centre, chef-lieu de la commune de Zio 4, a servi de cadre au lancement de cette opération de distribution de vivres du PAM. Robert Potogbe et Kouissala. Face aux conséquences socio-économiques du Covid-19, le Programme alimentaire mondial met en exécution son plan de soutien aux populations les plus touchées. Près de 1935 tonnes de vivres composées de maïs, d'haricots, d'huile végétale et de super céréales seront distribuées à 252 500 ménages. À Gapé Centre dans le Zio 4, ce programme dénommé Léo, Limited Emergency Operation, a été officiellement lancé et prendra en compte 23 préfectures. L'objectif de notre assistance, c'est pour atténuer l'impact sur ces ménages. En plus de ces ménages-là, il y a également les personnes vivant avec le VIH-Sida. Il y a également les ménages dans lesquels il y a un membre qui est affecté par le Covid. Et quand c'est le cas, toute la famille est considérée comme des personnes contacts qui sont également en quarantaine. Il n'y a pas de sentiment autre que celui de joie qui puisse animer un bénéficiaire lorsqu'il est en difficulté et que quelqu'un vole à son secours. Le gouvernement togolais est aussi aux côtés des communautés affectées par le Covid-19 dès les premières heures de cette crise sanitaire. Ce projet du PAM vient renforcer son plan d'assistance. Cette assistance alimentaire du PAM rentre dans sa noble mission d'appui aux populations vulnérables, particulièrement au moment où les besoins sont de plus en plus élevés. L'État togolais se félicite de bénéficier du soutien sans faille des partenaires pour donner de la joie à ces populations en situation d'insécurité alimentaire ou de malnutrition. Le maire de la commune Zio 4, Franck Etiesego, a exprimé sa gratitude aux autorités togolaises pour leur engagement à créer des conditions de joie à ces populations vulnérables. En janvier 2021, le PAM, en collaboration avec le gouvernement, exécutera un plan stratégique intérimaire de pays, toujours pour appuyer les couches défavorisées. Et je vous en parlais en titre, c'est un sapin de Noël particulier, made in Togo. Vous le savez, pour vous imprégner complètement de l'esprit de Noël, l'installation du traditionnel sapin semble incontournable. Et cette association en Togo qui promeut les jeunes artistes tropicalise le symbole et l'adapte aux défis de l'heure. Un sapin à base de bouteilles plastiques usagées. Regardons avec Marie-Thérèse Nabédé et Abidé Yassingbe. Un sapin de Noël magnifiquement dressé. C'est une tradition qui date du Moyen-Âge, souvent associée au cadeau de Noël apporté par l'homme à la barbe blanche. Traditionnellement décoré de boules de Noël en verre ou en plastique,
Le sapin de Noël donne vie à l'endroit qui l'accueille. Devant cette mairie, le sapin de Noël n'est ni naturel ni synthétique. Il est plutôt plastique. La magie de Noël s'opère et brille aux 1000 éclats. Ce sapin authentique est une idée personnelle du maire pour marquer notre adhésion à la protection de l'environnement. C'est beau, regardez, c'est joli. Du sapin de Noël fait autrement. Une idée, la toute première, de ce centre qui lutte contre la dégradation de l'environnement. Ici, l'on recycle. L'idée de faire le sapin autrement donc vient d'une réflexion qui n'est pas seulement la nôtre. On est dans un groupe avec des autres qui travaillent dans le recyclage. Comment on peut faire, comment on peut utiliser les bouteilles ou des autres matières pour faire le sapin. Et pour la première fois, nous aussi, on a pu faire ça ici au Togo. Le sapin de Noël, qu'il soit naturel, synthétique ou encore en tôle, le message est le même. L'arbre de l'enfant Jésus est là. Tu ne partiras pas et on ne partira pas avant d'avoir chanté. On peut encore installer le sapin, on peut l'installer. Aujourd'hui, il court jusqu'à la fin de l'année. Et Lomé, dans la fièvre des fêtes de fin d'année, vous l'aurez remarqué un peu partout dans la capitale, les différents grands carrefours et avenues brillent de mille feux. À la veille de la célébration de la Nativité, un tour en ville pour vivre donc le vent de Noël. Nous vous proposons de regarder avant de sortir, voir et rentrer chez vous avant 23h, avant d'enchaîner avec la page des sports. Donc, l'air de Lomé, l'ambiance, décoration lumineuse de Lomé à la veille de Noël. Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance, sa canne dans la main. Et tout là-haut le vent, qui siffle dans les branches, lui souffle la romance, qu'il chantait petit enfant. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, boule de neige, jour de l'an et bonne année grand-mère. Et le vieux monsieur descend vers le village, c'est l'heure où tout est sage, l'ombre dans ce coin du feu. Mais dans chaque maison, il flotte un air de fête, partout la table est prête, et l'on entend la même chanson. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, boule de neige, jour de l'an et bonne année grand-mère. Vive le vent, vive le vent. Les communes ont donc rivalisé d'imagination, de décoration pour être chacune la plus belle. Et nous enchaînons avec la page des sports de Jean Hededji. Jean, bonsoir. Bonsoir Alice. Joyeux Noël, déjà à vous. Merci, joyeux Noël. C'est cela, merci également. Merci également. On a annoncé cela le jeudi dernier, l'élection, le renouvellement des instances du Comité national olympique. Ces choses faites depuis samedi dernier. Le CNOT était en assemblée générale ordinaire et élective. Effectivement Alice, et c'était donc la 15e assemblée générale ordinaire et élective. Elle a abouti à l'élection d'un nouveau bureau exécutif de 13 membres avec à sa tête Deladem Akpaki, et ce pour un mandat de 4 ans. Compte rendu à Flip Johnson. Secrétaire général du bureau exécutif sortant, Deladem Akpaki prend dorénavant les commandes du Comité national olympique du Togo. Il a été élu avec 24 voix sur un total de 45 devant son challenger Germain Ona. Le nouveau président Deladem Akpaki va diriger le comité durant les 4 ans à venir. Il sera aidé dans sa tâche par 12 autres membres également élus au cours de cette même assemblée générale. L'homme reste conscient de la mission qui l'attend. Nous avons
3 axes prioritaires que nous allons commencer. Il y a les réformes statutaires, parce que vous n'êtes pas sans savoir que nos tests sont un peu inadaptés et donc nous devons les remettre au goût du jour. Le second, nous sommes déjà en liste pour les Jeux Olympiques. C'est rapidement revoir la condition de nos athlètes, les regrouper, voir comment nous pouvons leur faire une meilleure participation à ces Jeux Olympiques et le chantier sur les infrastructures d'entraînement, les équipements d'entraînement. Donc on a 3 axes qui en gros s'entremêlent, les équipements et les athlètes qui sont déjà en liste pour les JO et le chantier de la révision des tests qui régissent notre institution. Démarré dans la matinée de ce samedi 19 décembre 2020, les travaux de l'Assemblée générale ordinaire élective du CNO Togo ont pris fin dans la soirée. À l'ouverture comme à la clôture, la ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lydie Bessikama, a convié la nouvelle équipe dirigeante à œuvrer pour le rayonnement de l'olympisme togolais. J'ai bon espoir qu'avec la nouvelle équipe dirigeante du Comité national olympique du Togo, vous venez, sinon nous venons de conjurer les crises et les querelles qui n'ont cessé de mettre à mal le mouvement sportif togolais. Pour ce faire, j'exhorte toutes les fédérations sportives nationales à travailler en parfaite intelligence avec la nouvelle équipe du Comité national olympique du Togo, qu'elles viennent d'élire en toute responsabilité, liberté et dans la transparence. Je ne doute pas de votre engagement à servir la cause du mouvement sportif togolais afin d'en faire un moteur de développement socio-économique de notre pays. Mais avant tout, vous devriez respecter et faire respecter les valeurs de l'olympisme et travailler de façon inclusive et en ayant constamment à l'esprit l'intérêt supérieur du sport togolais. Delade Makwaki succède à Azad Kelani Bayor qui vient d'achever un mandat à la tête du CNO Togo. Le nouveau président est également patron de la Fédération togolaise de judo. Et d'une assemblée générale ordinaire et élective à une autre. Cette fois, nous parlons de celle de l'association Le Romario qui a renouvelé également son bureau exécutif. Oui, Lys, en vue donc de redynamiser ses activités de formation en football, le centre dénommé Le Romario de Zanguera a depuis samedi dernier une nouvelle équipe dirigeante pour les 3 ans à venir. Plus de détails avec Laurent Oumavo. Redynamiser les activités du centre en donnant un nouveau souffle à la classe dirigeante de l'association, tel est l'objectif du nouveau bureau élu à l'issue des travaux. Bébé Komi prend ainsi les rênes de l'association Le Rêve de Mario. Le président Bébé sera aidé dans sa tâche par une équipe restreinte de 4 membres, dont 2 femmes pour un mandat de 3 ans. Le vice-président du nouveau bureau exécutif mesure la taille des défis à relever tout en restant confiant. Nous avons beaucoup de défis à relever. Le centre, notre premier défi est que nous voulons faire sortir beaucoup de talents, faire sortir beaucoup de joueurs comme les Adeba et autres là. Le Togo, actuellement, nous manquons beaucoup de talents. C'est pourquoi le football ne marche pas. Donc aujourd'hui, avec ce centre, nous envisageons à placer ou bien à faire sortir beaucoup de joueurs et à les mettre sur le plan national et international. Donc nous avons les stratégies, vous savez, il y a beaucoup avec l'aide de tous les membres de l'association et nous avons beaucoup besoin de partenaires. Donc on va chercher les partenaires pour que le projet que nous avons mis en place soit un projet viable et qui va nous porter très loin. Le président sortant, pour sa part, quitte certes la présidence de l'association, mais devient le directeur général du centre de formation de football. Période difficile, mais aujourd'hui, je dirais, sur le plan pédagogique, sur le plan technique, sur le plan administratif, la mission est accomplie. Nous avons placé des joueurs conformément à ce que nous sommes fixés comme objectif. Nous avons éduqué et grâce à Romario, aujourd'hui, beaucoup d'enfants sont devenus des fonctionnaires. Ils ont eu leur bac chez nous. En ce qui concerne le fait de céder le poste, il y a fait 2 mandats. Nous sommes nombreux au niveau de l'association.
comme membre. D'autres personnes ont voulu aussi gérer. Avec plaisir, je leur ai cédé le fauteuil. Je suis là, je suis disponible pour les accompagner. Ils viennent de me donner l'opportunité d'être le directeur général, étant donné que je suis expérimenté dans le domaine. Je l'accepte avec joie. L'élection de ce samedi vient clore les deux mandats du bureau sortant et inaugure une nouvelle ère pour l'association Le Romario. Le Romario allie sport et études, ceci à travers son internat qui accueille des pensionnaires de la 6e en terminale. Situé à Zanguera, le centre a vu le jour le 20 octobre 2013 avant de démarrer ses activités l'année suivante. Le prochain rendez-vous pour les informations sportives, Jean? Oui, samedi à 13h45 dans Sport et Détente. C'est cela. Alors c'est la fête dès ce soir, la fête dans les cœurs et dans les foyers. Mais la vigilance et la prudence doivent rester de mise, doivent rester les mots d'ordre. Se désinfecter les mains, les laver ou alors les désinfecter, faire comme Jean-Yves dit qui me passe régulièrement son gel hydroalcoolique les jeudis après le journal, après la page des sports. Et justement, restant dans la sensibilisation, nous vous proposons de suivre un extrait d'explications données il y a quelques jours sur le plateau de la TVT en une émission spéciale, des explications qui ont été données par le coordonnateur national de gestion de la riposte au Covid-19, le président du conseil scientifique, également le commandant adjoint de la force spéciale anti-pandémie. Au revoir, joyeux Noël à tous. À situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles. Les Togolais vont devoir passer la période des fêtes de fin d'année 2020 sous couvre-feu. Le Covid-19 en est pour quelque chose. La décision gouvernementale est entrée en vigueur depuis le dimanche 20 décembre dernier à 22h. Dans une émission spéciale sur la télévision togolaise, quelques heures avant cette effectivité, des invités, acteurs de premier plan dans la riposte à la maladie, ont entre autres levé tout équivoque quant à la pertinence de la prise de cette mesure. D'après les données du 19, nous sommes pratiquement déjà à 398 cas. Est-ce que le gouvernement doit être là pour observer seulement l'augmentation du nombre de cas et ne pas prendre des mesures alors que nous sommes dans une période de fête? Et on sait très bien que les fêtes, ce sont des moments propices de brassage de population, de communication intergénérationnelle et de voyage. Deuxièmement, ce que je voudrais dire, est-ce que le couvre-feu est une intervention de santé publique? Oui, c'est une intervention de santé publique qui a été expérimentée depuis fort longtemps. Pas seulement dans le cadre de la Covid-19, mais également que ce soit dans les pays développés, même dans certains pays africains. Ce n'est pas que le Togo qui a décidé de faire le couvre-feu, le Rwanda fait un couvre-feu, la RDC Congo a décidé de faire un couvre-feu, le Congo-Brazzaville a un couvre-feu qui n'ont jamais levé. Lorsque vous avez chaque fois 100 cas, c'est 2 décès par rapport à ce que nous observons de notre expérience de prise en charge. Donc l'idée 1, c'est de stabiliser, voire de réduire les nouvelles infections. Ça, c'est d'abord le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de réduire ce que nous appelons les foyers épidémiques ou les clusters. C'est-à-dire, c'est comme du feu. Et avec le voyage, on risque d'avoir beaucoup de clusters qu'on ne pourra pas maîtriser. Une fois que vous perdez la situation sous contrôle, c'est trop tard. Et le troisième objectif, c'est de reprendre une vie normale en janvier. Les enfants ne vont pas être privés d'école parce que nous avons fêté. Et pour nous, c'est fondamental qu'on puisse maîtriser la flambée pour une reprise normale des activités en janvier. Un autre élément qui va arriver et qu'on ne maîtrise pas encore totalement, c'est l'harmattan. C'est un facteur qui favorise la propagation des maladies respiratoires. Les heures du couvre-feu s'expliquent, à la fois la souplesse de ces heures, mais aussi l'importance de ce couvre-feu. Nous savons que c'est la nuit. Après l'alcool, on ne peut plus respecter certaines mesures. C'est après 22 heures, et aussi dans les bars. Vous voyez qu'il y a eu des mesures
pour les bars. Donc toutes ces mesures ont été prises après concertation. Le conseil scientifique a donné son avis, tout le monde a donné son avis pour pouvoir décider que voilà les moments où il y a beaucoup plus de contamination. Donc c'est ces moments-là que nous avons essayé de scruter pour protéger la population et laisser dans la journée la population travailler normalement. C'est pour cela que ces mesures-là ont été prises de façon vraiment sectorisée pour éviter les contaminations. C'est donc l'intérêt commun et la préservation des vies qui sont visés avec l'instauration du couvre-feu. La population togolaise est appelée à une franche collaboration afin de faire de ces 2 semaines de sursaut national une parfaite réussite dans le strict respect des mesures barrières. Dans les mesures barrières, premièrement, c'est le lavage des mains, vraiment de façon régulière. Laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon et à défaut avec du gel hydroalcoolique. Ça, c'est la première mesure. Deuxièmement, le port de masque. Vraiment pas en couvrant les 3 parties. Le menton, la bouche et le nez. La FOSAP a fait un déploiement dans le Grand Lomé. Et le Grand Lomé, c'est la préfecture du Golfe avec toutes ses communes, la préfecture d'Aguanivé avec toutes ses communes également. Et actuellement, la FOSAP est déployée sur toute l'étendue du territoire national. Donc je peux vous rassurer que les effectifs de la FOSAP nous permettront de couvrir tous les quartiers de la ville de Lomé. Et en dehors de ça, nous aurons des équipes mobiles. Même le lancement du couvre-feu va être fait par des équipes mobiles motorisées avec des sirènes qui sillonneront tous les quartiers en dehors des points de contrôle statiques qu'on aura un peu partout. Nos équipes sur le terrain sont instruites pour, disons, étudier au cas par cas les situations qui se présenteront à elles. Donc, nous savons par exemple que les personnels de la TVT rentrent tard après leur travail. Lorsqu'ils arrivent au niveau de nos hommes sur le terrain, donc il leur appartient de s'expliquer, de justifier le fait, ce qui les retient durant les heures de couvre-feu, et nos équipes sur le terrain apprécieront et les laisseront passer. Les dérapages qui ont été observés durant les précédentes mesures de couvre-feu, et par rapport à ça, nos supérieurs hiérarchiques nous ont conviés à une séance du travail pour nous donner toutes les instructions d'amener nos équipes sur le terrain à avoir un sens élevé de professionnalisme afin d'amener la population à adhérer à ces mesures de couvre-feu. J'en appelle à la responsabilité de la plupart de certains malades qui sont suivis à domicile, qui doivent respecter l'auto-isolement. C'est très important. Ceux qui ont des symptômes, s'auto-isoler, de ne pas exposer leur famille avant qu'on les dépiste. La FOSAP aura un rôle pédagogique. Devant toute situation, la FOSAP est formée et informée. Il doit enseigner la population comment porter le masque avec courtoisie. Mais il faut éviter de s'exposer devant la FOSAP. Il faut respecter les mesures barrières, chacun n'a qu'à rester chez soi. C'est très important pour qu'on puisse arriver au résultat. Avec 3436 cas confirmés au 21 décembre, la courbe est donc toujours ascendante. Il convient d'inviter les uns et les autres au civisme et à la célébration des fêtes de fin d'année en toute responsabilité.